Voici le GMC Acadia 2023. Ça ici, c'est l'interprétation moderne de ce qu'est une minivan. Vous allez me dire, mais Gabriel, c'est pas une minivan, c'est un VUS. Oui, mais non. En tout cas, on démystifie tout ça aujourd'hui dans un nouvel épisode de Plus de millage. Allons-y. Le GMC Acadia, qu'est-ce que c'est? C'est un VUS intermédiaire offert par GMC qui est dans une catégorie qui est assez compétitive, un peu moins que celle des VUS compacts. Il y a un peu moins de modèles, mais il y en a quand même énormément. Puis il y en a dans toutes les marques, en fait, disons, régulières, ainsi que dans les marques de luxe. Donc le GMC Acadia partage sa plateforme avec une série d'autres modèles GM, que ce soit le Blazer, le Traverse, le Buick Enclave, le Cadillac XT6. Donc, en fait, tous ces véhicules-là partagent la même plateforme. Il y a, disons, deux longueurs de plateforme ou deux empattements dans cette plateforme-là. Donc, par exemple, le Chevrolet Traverse va être plus grand que le GMC Acadia, qui est un peu plus petit. Donc, cette génération-là est la dernière. En fait, on est à sa dernière année. Donc, à partir de 2024, il y aura un nouveau Chevrolet Traverse, nouveau GMC Acadia. Aujourd'hui, on essaie le modèle 2023. Dans l'introduction, je vous ai mentionné que c'était une minivan. Évidemment, c'est un peu drôle, c'est pas vraiment une minivan, c'est bel et bien un VUS compact, mais dans un monde où les minivans sont en perte de vitesse, voire sont disparus chez bien des constructeurs, c'est le véhicule vers lequel vont se tourner un grand nombre de familles nombreuses. Puis aujourd'hui, on présente ce véhicule-là. C'est un peu différent de ce qu'on présente à l'habitude, mais c'est quand même intéressant, c'est pertinent. Il y a des gens qui achètent ces véhicules-là aujourd'hui, donc on va y aller avec la revue du GMC Acadia. Sous le capot du GMC Acadia, on retrouve un V6 3.6 litres de 310 chevaux, 271 livres-pieds de couple, mais c'est le moteur en option parce qu'en fait, dans les modèles de base, et je crois que c'est limité au modèle d'attraction, mais il ne faudrait pas me citer là-dessus, il y a aussi un moteur 2 litres turbo qui est disponible. Donc pour 2023, le moteur le plus commun qu'on retrouvera dans les GMC Acadia, ce sera ce vénérable V6 3.6 litres qui est avec nous, en fait, depuis une quinzaine d'années. Ça me donne l'impression que je suis assez vieux. Mais quand je repense à ça, Pontiac G8 2008, il y avait bel et bien un 3.6 dedans. Donc, c'est un moteur qui est avec nous depuis un certain temps, qui a démontré une certaine fiabilité. Il a ses détracteurs, mais c'est un moteur qui a sa place, qui révolutionne relativement haut. Donc, on a largement assez de puissance pour déplacer le véhicule. Mais je dois dire que personnellement, j'apprécie beaucoup le 2 litres turbo de GM qui est aussi disponible dans ce modèle-là. Mais je n'ai jamais essayé un véhicule de cette taille-là avec le 2 litres turbo. Dans un XT4, c'est vraiment impeccable. Je suis convaincu que dans un modèle comme celui-ci, ce sera assez limité. Pour 2024, GM nous arrivera avec un nouveau moteur dans le Traverse, du moins qui a été annoncé, qui est un 2.5 litres turbo. Donc, c'est un moteur, en fait, qui est un dérivé du 2.7 litres turbo qui est disponible dans un certain nombre de camionnettes pleine grandeur et intermédiaire chez GM. On arrive avec une variante 2.5 litres qui ne réduit pas la puissance. Donc, on a même, je crois, un peu plus de puissance, mais quand même beaucoup moins de couple. On n'est pas à 430 livres-pieds de couple comme dans certaines des camionnettes, mais c'est tout de même intéressant. On aura certainement des gains au niveau de l'économie d'essence. Puis comme on gagne quand même en couple par rapport aux 271 livres-pieds du V6, ça risque d'être un moteur qui est mieux adapté, en fait, au gabarit du véhicule que le vénérable V6 qui souffle presque 15 bougies à ce stade-ci. Donc, on va y aller pour la suite avec l'extérieur du véhicule. De profil, on réalise que le GMC Acadia est un véhicule assez volumineux. Veut pas, c'est un VUS intermédiaire à 3 rangées de sièges. Donc, on est quand même dans quelque chose qui est plus gros que, par exemple, un VUS compact à 3 rangées comme le Mitsubishi Outlander ou dans ces eaux-là. On est vraiment un peu plus gros que ça. Mais on est aussi moins gros qu'un Chevrolet Traverse. Si vous prenez sur la route, vous voyez un Chevrolet Traverse, Cadillac XT6 ou un Buick Enclave qui ont comme plus cette, disons-le, version grande de la plateforme. Ce sont des véhicules extrêmement volumineux. Le GMC Acadia, c'est quand même un VUS intermédiaire, c'est quand même assez gros, mais c'est pas non plus dans ces eaux-là. Si on faisait le comparatif avec Toyota, par exemple, on aurait ici un Highlander et non un Grand Highlander. La version qu'on a aujourd'hui, elle est équipée d'un petit ensemble là, avec les badges et les pare-chocs qui sont noirs, un genre de chrome noir si on veut, là, ou bref, des accents de noir. Mais évidemment, il y a plusieurs variantes qui ne sont pas équipées de cet ensemble-là. La version qu'on essaie aujourd'hui est aussi équipée de roues de 20 pouces noires. Donc,
ça fonctionne avec le look du véhicule, mais personnellement, moi, je préférerais une version qui n'aurait pas cet ensemble-là noirci. Nous sommes maintenant à l'avant du GMC Acadia. C'est un véhicule que j'ai l'opportunité de conduire. J'ai fait de la distance Montréal-Québec aujourd'hui. Je l'ai récupéré chez un concessionnaire GM à Montréal qui nous fournit les véhicules de presse. Donc, c'est vraiment un modèle de milieu de gamme qu'on a aujourd'hui. C'est le modèle SLT. Donc, c'est pas le plus luxueux, c'est pas non plus le modèle de base. Il est quand même bien équipé. Au niveau de la finition, on a des surfaces qui sont moussées, comme Alexandre vous dirait toujours. Donc, c'est vraiment un véhicule avec des textures agréables, des matériaux qui sont de meilleure qualité que ce qu'on retrouverait dans un modèle Toyota, par exemple. Au niveau de l'intérieur de ce véhicule-là, on sait que c'est un véhicule qui en est à sa dernière année modèle. Donc, on a quelques... Je ne dirais pas que ça fait vieillot parce que c'est très fonctionnel, ça fonctionne très bien, c'est correct. Mais on sait que l'industrie s'est déplacée, bien qu'on ait un écran très fonctionnel au niveau du système d'infodivertissement. La navigation de GM fonctionne très bien, Android Auto sans fil fonctionne très bien. Tout est vraiment très, très bien. Mais on sait que les modèles qui sortent aujourd'hui ont généralement un tableau de bord qui inclut des écrans plus grands, un système d'infodivertissement avec un écran central qui est aussi typiquement plus grand. Mais c'est très fonctionnel. C'est juste que si j'étais pour acheter un GMC Acadia, par exemple 2023, je me questionnerais peut-être à savoir est-ce que je préfère attendre le modèle 2024 ou je suis prêt à avoir un 2023. Ça peut être aussi plus avantageux souvent d'acheter le modèle qui quitte le marché que le nouveau en termes de prix. Donc, c'est une question à bien se poser. Mais pour vrai, c'est très fonctionnel. Il n'y a pas de problème. Il y a tout ce qu'il faut. Android Auto, CarPlay. C'est juste qu'on a un intérieur qui est un peu limité ou qui est un peu plus du passé, qui date d'il y a quelques années. Le modèle qu'on conduit aujourd'hui est équipé d'un heads-up display ou un affichage tête haute. Il y a beaucoup de modèles GM qui offrent cette option-là. C'est généralement pas disponible dans les modèles de base, mais c'est généralement disponible ou ça vient de base sur des modèles supérieurs. Personnellement, j'apprécie beaucoup ça. Ça vous donne la vitesse en affichage tête haute, des informations sur la navigation, ce genre de choses-là. Personnellement, pour moi, c'est un must. Je crois qu'il y a des véhicules, par exemple la Tesla Model 3, qui bénéficierait énormément d'avoir un heads-up display, puisqu'on n'a pas de combiné d'instruments à l'avant. Mais évidemment, quand on a un combiné d'instruments complet, c'est un peu redondant. C'est vraiment un petit luxe, mais c'est quelque chose d'assez agréable à utiliser. Le modèle que j'essaie aujourd'hui est aussi équipé évidemment de sièges électriques. Il offre un bon support, un bon confort. J'ai conduit pendant 3 heures aujourd'hui. J'ai eu absolument aucun problème. J'ai jamais été inconfortable. Donc, au niveau de la position de conduite, c'est vraiment bien. On est maintenant à l'arrière du GMC Acadia. Les gens qui vont acheter ces modèles-là, généralement, ce sont des gens qui ont une famille, qui sont à la recherche d'espace pour leurs enfants, pour les sièges de bébé. Et ici, on a quand même assez beaucoup d'espace. Donc, le véhicule qu'on a aujourd'hui, c'est une configuration 2+2+2. Donc, il y a seulement 2 sièges à la deuxième rangée. Ce sont 2 sièges baquets, capitaine, peu importe comment on appelle ça. Donc, 2 sièges séparés avec un espace entre les 2 sièges. C'est une configuration qui est de plus en plus populaire. Donc, généralement, les constructeurs vont délaisser la banquette 3 places à la deuxième rangée, puis offrir cette configuration-là, qui, comme je dis, est très populaire. Ça permet, entre autres, d'avoir 2 sièges de bébé qui sont facilement installés dans un contexte où la 3e place au centre serait inutilisable de toute façon. Lorsqu'on a plus que 4 occupants dans le véhicule, ça permet aussi d'accéder facilement, surtout pour des enfants, à la 3e rangée en se déplaçant entre les bancs. Personnellement, j'aime bien les configurations avec une banquette 3 places à la 2e rangée. D'ailleurs, je serais vraiment intéressé à voir un constructeur un jour offrir un VUS intermédiaire avec 5 places, un véhicule qui serait disponible potentiellement en version 7 places, mais profiter de plus d'espace cargo à l'arrière en supprimant entièrement la 3e rangée. C'est quelque chose qu'on voit dans certains modèles, par exemple, il y a le Honda Passport qui est un peu plus dans cette configuration-là, donc VUS intermédiaire sans 3e rangée. Mais ça, c'est une préférence personnelle. Pour les gens qui ont des enfants, ça va souvent être la configuration préférable. De toute façon, on ne pourrait pas installer, par exemple, 3 sièges d'enfants à la 2e rangée. Très peu de véhicules qui permettent de faire ça. Le F-150 se vante d'en être un, d'ailleurs. On a énormément de dégagement pour les jambes à la 2e rangée et ce qui est bien,
dans ce véhicule-là, en fait, c'est qu'on est capable d'avancer et de reculer le banc de la deuxième rangée. Donc, si je peux trouver le petit bout de métal, ça avance et ça recule. Donc, ça permet de maximiser l'espace pour les passagers ou de maximiser l'espace cargo ou, si on a des gens à la troisième rangée, de maximiser leur espace pour les jambes. Surtout si on a un enfant à la deuxième rangée, ça ne devrait pas poser de problème. Le véhicule qu'on a aujourd'hui est équipé de la climatisation 3 zones. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a la climatisation avec les commandes à l'arrière. Personnellement, je pense que c'est un petit luxe. C'est quelque chose qui est intéressant, mais qui est généralement pas requis. On a aussi une prise 110 volts, 150 watts à l'arrière. Donc, c'est possible de brancher, par exemple, un ordinateur portable. Et on a évidemment une prise USB type A et une prise USB type C pour recharger les appareils. Notre Acadia aujourd'hui est équipé d'un... C'est pas un toit panoramique, mais c'est comme une certaine interprétation du toit panoramique. Donc, en fait, on a un toit ouvrant au niveau des sièges avant et on a un toit qui ne s'ouvre pas, mais qui est pour les passagers de la deuxième rangée. Et ce que je trouve quand même particulier, c'est que plutôt que d'avoir un... Je ne sais pas quel serait le terme, là, mais un panneau qui s'ouvre et qui se ferme délicatement, là, rigide, pour cacher cette ouverture-là, on a une sorte de panneau souple qui, j'imagine, se roule dans un mécanisme à l'arrière, mais c'est assez violent quand on le déclenche. Comme vous voyez, il se rétracte très rapidement. Un choix particulier qui permet probablement de maximiser l'espace pour la tête, ce genre de choses-là. Je suis maintenant à la troisième rangée et honnêtement, j'ai assez d'espace pour les jambes. Évidemment, pas pour une personne de grande taille. Si quelqu'un mesure 6 pieds, par exemple, ce sera trop limité. Mais j'ai pas les genoux qui accotent dans le siège d'en avant. Ce qui est plutôt problématique, en fait, c'est que le seuil du siège est très bas, donc mes genoux sont très relevés. Donc, bien que je sois en mesure d'entrer dans le siège, la position ne serait pas confortable pour un long trajet. Pour des enfants, aucun problème. Le GMC Acadia est un VUS à troisième rangée. Donc, on va vous montrer maintenant l'espace qu'il y a derrière la troisième rangée lorsqu'elle est relevée. On a évidemment un haillon à commande électrique. Vous savez ce que j'en pensais. J'en pense, il y aura un petit bloopers d'ailleurs. Donc, on a la troisième rangée relevée. Ici, on a très peu d'espace. Je vous dirais, il y a à peu près une trentaine de centimètres. Puis, on a les dossiers là, qui sont ramenés vers l'arrière. Donc, on a vraiment un espace limité. Si vous cherchez un modèle qui a plus d'espace sur la troisième rangée pour mettre du bagage, le Chevrolet Traverse serait probablement un meilleur choix dans cette catégorie. On a la commande des bancs manuels, en fait, là, que j'apprécie beaucoup parce que ça devient relativement facile de rabattre les sièges lorsqu'on sait comment s'y prendre. Donc, assez simplement, on peut les rabattre, pas besoin d'attendre après un moteur électrique pour faire le rabattage. Puis le modèle qu'on essaie aujourd'hui, il est équipé en fait d'un un couvre-dossier, un couvre-fond de coffre là, pour les protéger. Sous le coffre, on a un très petit sous-coffre, en fait, là, qui est de très petite taille, donc c'est peut-être pour traîner quelques trucs d'urgence, mais c'est vraiment très limité à ce niveau-là. Ce qui est très intéressant aussi dans le GMC Acadia, c'est qu'on a la possibilité de rabattre les sièges de la deuxième rangée depuis le coffre. Donc, on a simplement à tirer sur deux loquets qui sont présents ici. C'est mécanique d'ailleurs, ça aussi. Et là, nos sièges de la deuxième rangée sont rabattus. Dans le modèle qu'on a aujourd'hui, il s'agit de deux sièges baquets, donc qui sont séparés par un espace dans la rangée du milieu. Nous voici maintenant au volant du GMC Acadia. Donc, j'ai fait quand même une certaine distance avec le véhicule aujourd'hui. J'ai pu me familiariser avec. Honnêtement, c'est un véhicule très confortable, il faut se le dire. Puis c'est vrai de toute façon de la plupart des VUS intermédiaires. C'est pas un véhicule qui est axé sur la conduite sportive, donc on a un véhicule qui est assez lourd, qui a une très grosse empreinte sur la route, si on peut le dire comme ça. Mais c'est un véhicule assez confortable. La conduite, en fait, c'est très raisonnable. C'est tout ce qu'on s'attendrait d'un VUS comme celui-ci. L'affichage tête haute est vraiment, vraiment agréable. J'aime vraiment ça, avoir en fait les yeux sur la route et voir ma vitesse sans avoir à regarder sur le combiné d'instruments. Il nous donne aussi les indications quant au virage à prendre, par exemple, en fonction de la navigation. Donc ça, c'est vraiment super bien. Le V6, au niveau de la puissance, c'est très approprié. Je dirais pas que ça manque de couple, mais on sent que c'est en fait un modèle là, qui a
qui développe sa puissance à relativement haut régime. Donc on a 310 chevaux, 271 livres-pieds de couple. Donc évidemment, les gens généralement vont regarder les spécifications au niveau de la puissance, mais il faut comprendre que 310 chevaux dans un V6 3.6 litres aujourd'hui, ce n'est pas le même 310 chevaux que dans un moteur turbo qui aurait beaucoup plus de couple, par exemple. Et c'est pour ça que GM passe à un 4 cylindres turbo l'année prochaine dans ses VUS intermédiaires. Au niveau de l'accélération, c'est quand même assez surprenant. Bon, ça accélère pas si vite que ça. J'étais en mode traction, en fait en mode 2 roues motrices, puis on a senti les roues patiner. Donc, on comprend que c'est pas un véhicule là, qui est à nature très, très sportive. On a un sélecteur, en fait, pour choisir entre le mode 2 roues motrices et 4 roues motrices. Personnellement, dans un véhicule de cette catégorie-là, je préfère largement avoir un système entièrement automatique. Je pense qu'il n'y a pas de besoin de pouvoir forcer le 2 roues motrices. Puis c'est raisonnable de s'attendre aussi à ce que le 4 roues motrices s'engage automatiquement au besoin. Donc là, maintenant, je suis en mode 4 roues motrices. Puis on va faire une autre accélération. Là, le comportement a été beaucoup plus civilisé. Donc, le véhicule contrôle beaucoup mieux sa puissance et son couple en traction intégrale. Honnêtement, ça va probablement être un cas de l'hiver, les gens vont ou devraient le garder en mode traction intégrale en tout temps. Puis l'été, bien là, ça dépend en fonction de vos besoins et tout et tout. Personnellement, je suis le genre de personne qui, je trouverais ça difficile d'accepter que j'augmente ma consommation d'essence parce que je me mets en mode traction intégrale, alors que si je le mets en mode traction seulement, je réduis la consommation d'essence marginalement. On avait vu un peu la même chose sur le Cadillac XT4, qui est un véhicule que j'adore, mais je pense que les gens s'attendent aujourd'hui à avoir un système de traction intégrale qui s'engage automatiquement aux besoins. Je pense qu'on est rendu là. J'ai fait beaucoup de commentaires sur les VUS intermédiaires. Je pense que vous percevez que probablement c'est une catégorie de véhicules que j'apprécie. Moi, personnellement, je suis propriétaire d'un VUS compact. Puis des fois, j'aimerais ça avoir le petit bout de plus, l'espace un peu de plus pour transporter du matériel parce que, bon, je ne veux pas, j'utilise peut-être mon VUS comme une camionnette, là, comme l'un des amis de mon frère m'a dit la semaine dernière. Mais donc, est-ce que vous pensez que c'est raisonnable, là, quand on est une famille, par exemple, de 2 enfants, d'avoir un VUS intermédiaire? Est-ce que c'est trop gros? Surtout quand on tombe là, dans les modèles qui vont être électriques, il y a des plus grosses batteries, le coût est très élevé. En fait, ça devient, je pense, prohibitif presque, le coût de certains de ces modèles-là. Fait qu'écrivez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je suis vraiment curieux d'entendre ce que vous avez à dire. On arrive maintenant à la conclusion de notre essai du GMC Acadia 2023. Donc, c'est un véhicule qui en est à sa dernière année. Il est quand même très bien réussi, très fonctionnel, très pratique pour les familles. C'est vraiment un véhicule qu'on achète parce qu'on a des enfants, on veut les transporter. Il n'y a plus de minivan sur le marché où une minivan, c'est très mal perçu. Les gens vont vers des modèles comme celui-ci. Même si c'est un VUS intermédiaire, la consommation d'essence est assez raisonnable. Je faisais aux environs de 8 litres au 100 aujourd'hui sur l'autoroute. Évidemment, ce sera plus en ville, ce sera plus l'hiver. Ce n'est pas un véhicule très éco-énergétique. On n'est pas au niveau du Highlander hybride, par exemple, mais c'est très honnête, assez fiable. C'est un véhicule assez bien réussi. Si vous voulez attendre les modèles 2024 ou le Chevrolet Traverse 2024, qui est un peu dans la même catégorie, vous pouvez les attendre. C'est des véhicules très intéressants qui vont arriver avec une mécanique 4 cylindres turbo qui sera probablement plus efficace que celle-ci. Mais c'est somme toute un véhicule bien réussi, très honnête, système de navigation que j'apprécie toujours de GM. Donc, si vous en voulez un, allez-y. C'est très raisonnable. Si vous voulez aller vers quelque chose de plus éco-énergétique, bon, on vous recommande d'aller vers le Highlander hybride qui est dans la même catégorie. Mais attention à la disponibilité et au prix. Donc, c'était Gabriel pour Plus de Millage. On vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé le contenu qu'on a produit aujourd'hui. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, cliquer sur la petite cloche pour être notifié la prochaine fois qu'une vidéo est disponible. Si vous voulez supporter encore plus de millage, c'est possible de cliquer sur « Se joindre ». Puis là, on a des petits forfaits, ça vous donne accès par exemple à des vidéos anticipées avant qu'elles soient disponibles pour les autres membres de la chaîne. C'est à vous de voir. On vous dit à la prochaine.